Le rapport de force, on vient de le voir, s'exerce en attendant dans le détroit d'Ormuz, un levier majeur que l'Iran a encore activé hier en verrouillant ce couloir maritime. En réponse, disent les gardiens de la révolution, frappe meurtrière d'Israël sur le Liban. Bonjour à vous Emmanuel Chalard, vous êtes le secrétaire général CGT de la Fédération des officiers de la marine marchande. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Emmanuel Chalard, 113 jours se sont écoulés maintenant depuis le déclenchement de cette guerre par les États-Unis et Israël. Depuis, des marins ont été pris au piège dans ce détroit d'Ormuz. Qu'en est-il du côté des Français de la marine marchande et d'abord, vous voulez bien nous dire combien d'hommes et de femmes se trouvent en ce moment sur place? Le chiffre officiel, bonjour à tous, le chiffre officiel qui a été donné par les affaires maritimes et qui s'est stabilisé depuis quelques mois est de 26 marins sur les navires pavillon français. 26 marins donc à ce stade. Est-ce qu'il y a eu des rotations? On imagine que depuis le 28 février dernier, certains hommes ont pu rentrer, remplacés par d'autres? Tout à fait, il y a eu un cadre de volontariat qui s'est mis en place avec une solidarité entre les marins qui ont permis aux marins d'être relevés depuis le début du conflit, en particulier ceux qui ont essuyé des tirs de semonce lors des tentatives de sortie. Donc les marins sont prêts et les navires sont prêts à sortir, c'est les modalités qui nous manquent. Mais comment est-ce que vous sécurisez ces rotations, ces remplacements? Parce qu'il y a un risque tout de même. Comment est-ce que vous garantissez ces opérations? Les opérations sont garanties par les États des pays hôtes, donc les pays du Golfe, qui assurent dans leurs eaux territoriales la sécurité des relèves, d'équipage. Et après, c'est des lignes d'opérations commerciales aériennes classiques. Comment est-ce que ces marins, toujours sur place, vivent cette période d'incertitude? On fait un pas en avant, deux en arrière dans les négociations. Comment est-ce qu'on les accompagne sur le plan moral? Et puis aussi, en ce qui concerne le ravitaillement, les besoins qu'ils expriment, comment ça s'organise concrètement, s'il vous plaît, Emmanuel Chalard? Ça s'organise très concrètement sur les modalités pratiques sont assurées et l'information continue avec les élus du personnel en coopération avec les armements qui donnent les informations régulières. Le suivi psychologique, il est assuré par une cellule de crise en France, le CRAPEM, qui est extrêmement efficace, qui est joignable H24 avec un suivi médical s'il le faut. Et puis après, il y a un suivi en termes de sûreté avec le MICA Center, les autorités de la défense nationale, de la marine nationale, qui donnent des informations quasiment quotidiennement aux armements et aux commandants sur la situation sur place et les perspectives ou non de réouverture du détroit et les conditions dans lesquelles ça peut se faire. Est-ce qu'il a fallu intervenir en urgence pour aller chercher un marin qui était dans une situation sanitaire ou autre compliquée? Pour ce qui concerne les marins français et les navires conventionnels en général, il n'y a pas eu de situation d'évacuation sanitaire comme l'ont pu connaître d'autres navires dans lesquels il y a eu effectivement, par manque de soins, par manque de médicaments à bord, par manque de provisions sur des pavillons dits de libre immatriculation détenus par des traders et non par des armateurs. Il y a eu effectivement des situations d'urgence pour nos collègues indiens, pour nos collègues chinois qui ont dû être évacués d'urgence. Certains sont décédés à bord par manque de soins. On déplore malheureusement sur ce type de navire 14 décès depuis le début du conflit. Il y a aussi des décès dans des frappes. Le 10 juin dernier, et vous l'avez sans doute suivi, 3 marins indiens ont été tués dans une frappe américaine contre un pétrolier accusé d'avoir violé le blocus imposé. Les funérailles de ces marins se sont d'ailleurs tenues en Inde. Comment est-ce qu'on rassure les hommes en mer, Emmanuel Chalard, quand clairement, littéralement, c'est leur vie aujourd'hui qui est en danger? Du côté français, par exemple, comment est-ce qu'on exige de mettre à l'abri les Français? Ils ne sont pas forcément à l'abri d'une frappe contre un de leurs navires? Écoutez, il y a plusieurs dispositifs. On est obligé malheureusement de faire confiance aux États d'accueil, les États du port et dans les eaux territoriales, les États du port, qui protègent, qui protègent les navires sur place, pas que seulement les navires français, mais l'ensemble des navires qui sont au mouillage ou qui sont à quai dans leur port. On les rassure aussi avec le contact, comme je vous le disais, sur la défense nationale et les informations qui sont données. Les navires qui ont été frappés, c'était principalement des navires qui tentaient de passer le détroit. Est-ce que ça a été frappé sans sommation à votre connaissance? Est-ce qu'il y a eu des sommations à votre connaissance avant que ces navires soient frappés?
Il y a certainement eu des sommations, compréhensibles ou pas. Il faut savoir que les canaux, en particulier dans la zone sensible du passage du détroit, les canaux de communication sont extrêmement saturés. Donc on a beaucoup de difficultés. Le canal, il y a un seul canal de communication, le canal d'urgence, qui en règle générale sur cette zone est complètement saturé. Donc est-ce qu'ils ont entendu ou pas les sommations c'est extrêmement compliqué. Le témoignage des Indiens dit que ils n'ont pas, les sommations n'étaient pas très claires, en tout cas. Sommation ou pas, envoyer un missile à partir d'un avion de guerre est extrêmement disproportionné par rapport à une montée à bord d'un navire tout à fait pacifique avec un contrôle du navire. Comment est-ce que vous voyez les choses de manière très sincère? Est-ce que vous êtes serein en ce qui concerne encore une fois ces hommes que vous accompagnez, ces marins français? On était extrêmement rassurés du fait que, en particulier, les négociations sont maintenues. Notre inquiétude depuis le début, elle est sur la réaction d'Israël. Est-ce que la poursuite des frappes au Liban va faire capoter le dispositif qui commençait à se mettre en place et laisser entrevoir la possibilité de sortir du détroit? Encore une fois, de toute façon, ces dispositions sont aujourd'hui inconnues, sont en particulier inconnues des assureurs, ceux qui partagent le risque avec les armateurs, en particulier les armateurs français. Et donc, tant que ces dispositions ne sont pas fermement établies avec probablement l'État iranien qui va proposer un dispositif de contrôle de sortie des navires, les navires ne bougeront pas et resteront en sécurité, entre guillemets, dans les eaux territoriales là où ils sont actuellement. Quel est le dernier échange, si échange vous avez pu avoir avec ce personnel français à bord de ces navires marchands? Est-ce que vous avez pu échanger et qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment est-ce qu'ils vivent tout ça? Ils ont été rassurés par la perspective du protocole dans un premier temps et la signature du protocole finalement vendredi dernier. Sauf que la situation elle est constamment mouvante. Hein, Emmanuel Chalard, on se le dit, la situation elle est constamment mouvante. Je disais tout à l'heure, on fait un pas en avant, deux en arrière. Quand on se trouve bloqué dans ce détroit d'Ormuz, comment est-ce qu'on le vit ça? Est-ce qu'ils se tiennent informés d'ailleurs constamment? Oui, ils se tiennent informés. Après, la situation elle est constamment mouvante, mais finalement, il y a eu une acclimatation, on va dire, à cette situation extrêmement mouvante, puisque vous l'avez dit, ça fait plus de 100 jours qu'il y a des marins sur place qui suivent attentivement la situation, soit parce qu'ils sont chez eux et qu'ils devront aller sur ces navires, soit parce qu'ils sont sur ces navires et qu'ils attendent leur relève d'équipage. Donc oui, ils se tiennent informés, bien entendu. Ils ont des informations aussi confidentielles de la part de la situation sur la sécurité sur place. Donc ça maintient, et l'activité au quotidien de maintien des navires, la maintenance, tout ça fait partie du quotidien des marins qui... du coup, essaye de faire passer les journées le plus rapidement possible, tout en gardant le navire opérationnel et cette perspective de sortie. Et comment est-ce qu'ils s'occupent? Vous disiez qu'ils essaient de faire passer la journée le plus vite possible. Déjà, les effectifs sont extrêmement réduits. C'est-à-dire que l'État du pavillon, les autorités administratives françaises, ont autorisé des décisions d'effectifs dérogatoires avec un effectif minimum à bord pour assurer la maintenance et les exercices quotidiens, etc. Ce qui fait qu'en fait, leur cahier des charges quotidien et leur charge de travail quotidienne n'a pas véritablement évolué. Et tout le monde a du travail, je vous le garantis. Il y a beaucoup de travail de paperasse aujourd'hui à faire, de maintenance, d'exercice de sécurité avec l'ensemble de l'équipage, etc., etc. D'un mot aussi, si vous le voulez bien, est-ce que certains refusent les rotations? Vous disiez que certains marins étaient chez eux, se préparaient à partir, à éventuellement remplacer d'autres collègues. Est-ce que certains refusent? Oui, certainement. D'ailleurs, c'est le dispositif. C'est un dispositif de volontariat. Donc, qui dit volontariat dit que les marins ne sont pas obligés de vouloir embarquer, en particulier ceux qui ont déjà vécu les frappes du début du conflit. Ce qu'on sait, c'est que dès le début du conflit, il y a eu beaucoup de demandes, y compris de marins français, pour évacuer le navire et rentrer chez eux et quitter cette zone de guerre. Donc oui, le dispositif du volontariat prévoit justement qu'on puisse passer son tour sur une zone de guerre qui, en aucun cas, ne doit être banalisée pour des navires marchands. Merci beaucoup, Emmanuel Chalard. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24.